Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être venue aujourd'hui à Dijon. Je me suis rapprochée un peu de l'Alsace. Mon objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de donner une vision peut-être plus positive de l'IA, mais en concernant les inégalités de genre, en vous présentant les activités qu'on mène au sein de mon équipe. Mais je vais quand même passer par un détour un peu déprimant, donc je m'en excuse de commencer par ce détour déprimant. Je suis enseignante-chercheuse en informatique et comme l'a introduit Jean-Marc, ma thématique de recherche depuis maintenant près de 20 ans est l'intelligence artificielle socio-émotionnelle et les IA incarnées. Donc par IA incarné, on entend personnage virtuel ou robot humanoïde, c'est-à-dire que on veut donner un corps physique ou virtuel à des IA. Et par intelligence artificielle socio-émotionnelle, l'objectif est d'intégrer une dimension sociale et émotionnelle dans des IA incarnées. Donc par exemple, leur donner la capacité d'exprimer des émotions, mais aussi de sociabiliser avec les utilisateurs. Donc en vue d'humaniser, en quelque sorte, l'IA. Donc maintenant, depuis quelques années, et effectivement, comme le disait Jean-Marc, j'essaye de m'aligner entre mon engagement sociétal et mon activité de recherche. Et mon objectif, c'est d'étudier comment est-ce qu'on peut exploiter l'IA pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations sociales, et en particulier les stéréotypes et les discriminations de genre. Donc, j'ai 3 axes de recherche dans ce cadre-là dont je vais vous parler. Le premier est comment est-ce qu'on peut réduire les biais dans les IA, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des biais dans les IA. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour promouvoir les jeunes filles en sciences? Et comment on peut utiliser les IA pour lutter contre les comportements sexistes, donc plus dans une vue de sensibilisation et de formation. Alors, si je commence sur la réduction de biais, donc je vais commencer par une introduction assez générale, en fait, pour mettre en évidence les différents stéréotypes et biais dans les IA. Donc je ne vais pas que parler de nos travaux, parce qu'il y a des excellents articles sur le sujet, donc je vais faire référence aussi à des articles récents qui sont sortis sur ce sujet. Alors, je vais vous présenter une image qui est assez déprimante, mais que vous connaissez probablement très bien. Donc, comme ça a été dit au début de cette présentation, notre société est bourrée de stéréotypes et de biais de genre. Ces données réelles sont utilisées par les IA pour apprendre. Et donc, naturellement, ces modèles d'IA répliquent les stéréotypes et les biais, en particulier de genre. Le problème, c'est que les recherches montrent maintenant que les humains héritent de ces stéréotypes et de ces biais qui sont véhiculés par les IA et qui donc vont renforcer encore les stéréotypes et les biais dans les données du monde. Donc, effectivement, l'IA renforce les stéréotypes, normalise certains comportements stéréotypés. Un exemple qui a été évoqué rapidement, c'est l'exemple de 2018 d'Amazon, qui a utilisé une IA pour trier les CV, d'accord ? Et ce qui s'est passé, c'est que pour trier des CV sur des postes en informatique, c'est un exemple qui est assez connu, et en fait, ils recrutaient que des hommes. Pourquoi ? Parce que l'IA avait appris à associer hommes et informatique. D'accord ? Donc finalement, les humains ont hérité de ces biais et ont recruté que des hommes. Bon, après, ils ont corrigé, évidemment. Mais aujourd'hui, les entreprises le savent, hein, d'accord, qu'il y a des stéréotypes et des biais dans les données, donc ils essayent de les corriger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, si vous demandez, par exemple, à ChatGPT, est-ce que les filles sont nulles en maths ? Il va vous répondre non, d'accord ? Les filles ne sont pas nulles en maths. Donc, vous pourriez vous dire, ouf, donc mon IA, l'IA, ChatGPT que j'utilise, n'a pas de stéréotypes, n'a pas de biais. En fait, les biais, dans les IA génératives en particulier, sont ce qu'on appelle des biais implicites. C'est-à-dire que si vous lui demandez directement une question liée à des stéréotypes, il va vous dire « non, je n'ai pas de stéréotypes ». D'accord ? Mais par contre, il y a d'autres expériences qu'on peut faire pour mettre en évidence les biais qui sont sous-jacents à ces LLM, donc Large Language Model, type ChatGPT. Un exemple de travaux qui a été mené, et ils ont essayé de répliquer en gros ce qu'on appelle le test d'association implicite, c'est-à-dire le fait d'associer certains mots à des prénoms masculins ou des prénoms féminins. Donc ils ont demandé à ChatGPT d'associer une liste de mots, soit au prénom Julia, soit au prénom Bob. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Moi, je vois pas très bien sur le... Vous voyez bien sur l'écran? Bof, hein, ça c'est dommage. En tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il associe plutôt des mots comme mariage, famille, parents à Julia, et des mots plus liés au travail comme carrière, salaire, travail à Bob. D'accord? Donc il va associer plus de mots liés à la famille, au care, à des prénoms féminins, et plus de mots associés à la carrière professionnelle à des prénoms masculins. D'accord? L'UNESCO a montré ça très bien aussi dans une étude qu'ils ont faite, où ils ont demandé à des IA génératifs de générer des histoires. Et ils ont demandé de générer des histoires soit d'un petit garçon, soit d'un homme, soit d'une petite fille, soit d'une femme. Et là, vous voyez, pas très bien, mais normalement, vous voyez des nuages de mots. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les mots qui sont utilisés pour raconter l'histoire d'une petite fille ou d'un petit garçon, ou d'un homme ou d'une femme, ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'une petite fille, on va avoir le mot enfant, amour, magie, fleur. Et pour un petit garçon, ce sera ville, trésor, garçon, bois, etc. Et on a la même chose pour la génération d'histoire femmes et hommes. Donc vous voyez que même si les stéréotypes ne sont pas explicites, ils sont implicitement dans les données et donc ressortent à travers des tâches spécifiques, mais qui sont largement utilisées, puisque la génération d'histoire, c'est aussi ce que vous dit ChatGPT quand vous conversez avec lui. Alors qu'en est-il des images ? Donc j'ai fait une expérience, je le fais régulièrement parce que ça change régulièrement. Donc la dernière fois que je l'ai fait, c'était en février. Donc je lui ai demandé l'image d'une personne qui fait le ménage. Donc j'ai bien utilisé personne, hein, d'accord? Je n'ai pas utilisé l'image d'une femme ou l'image d'un homme, d'accord? Je n'ai pas spécifié le genre. Donc à votre avis, une femme. Et ensuite, je lui ai demandé, en tant qu'informaticienne, une personne qui enseigne l'informatique. Et à votre avis, un homme blanc. Donc, informatique, on peut le faire aussi avec mathématiques. En fait, c'est assez drôle parce qu'on a exactement la même personne, mais qui est dans un contexte plus de mathématiques. Alors, donc, quand on regarde plus précisément, aujourd'hui, les IA sont aussi utilisées pour la génération de vidéos. Donc, moi, je m'intéresse en particulier dans mes travaux à ce qu'on appelle le comportement non verbal. Donc, les expressions faciales, les gestes, et comment est-ce que ça pourrait être reproduit sur des entités artificielles. Donc, pour la génération d'images, j'ai demandé à Ideogram, un autre LLM, de générer une image d'un homme et d'une femme qui discutent. Et j'ai changé un tout petit peu les deux prompts. C'est un prompt, je lui demandais que la femme me fasse face et que l'homme soit de dos. Et dans le second prompt, je lui ai demandé que l'homme me fasse face et que la femme soit de dos. Qu'est-ce que vous pouvez constater sur la différence entre ces deux images en termes de comportement non verbal ? La femme sourit et l'homme ne sourit pas. Pourtant, c'est exactement le même prompt. Effectivement, les travaux de recherche en sciences humaines et sociales soulignent que les femmes et les hommes diffèrent dans leurs comportements non verbaux. En l'occurrence, pour les femmes, il y a toute une série d'attentes sociétales sur notre comportement. Et une des caractéristiques de ces attentes comportementales, c'est le sourire. Mesdames, on vous attend sur le sourire. On s'attend à ce que vous souriez. Et si vous ne souriez pas, vous serez jugé plus négativement que si vous souriez. Vous, messieurs, si vous ne souriez pas, il n'y a pas de problème. Et si vous souriez, eh ben c'est encore mieux. Okay ? Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette étude sur cette génération d'images, mais qu'on pourrait répliquer, là c'était sur une image, mais on pourrait le répliquer sur plein d'images, d'accord ? C'est que les IA ont intégré ces normes sociétales, ces attentes stéréotypées sociétales.
Donc c'est en particulier ce à quoi on s'intéresse. Donc aujourd'hui, vous utilisez très probablement les ChatGPT, Gemini, Claude, etc. pour la génération de texte ou de code. D'accord ? Mais aujourd'hui, il y a une tendance, c'est d'utiliser aussi ces LLM pour la génération de comportements sur des IA incarnés. Donc l'idée, c'est d'utiliser les LLM type ChatGPT ou Mistral pour générer non seulement des textes, mais aussi des tags de comportements non verbaux. C'est-à-dire que je peux lui demander de générer un texte et lui dire à quel moment mon personnage doit sourire ou doit faire un signe de direction, etc., etc. Donc c'est une nouvelle méthode pour modéliser les comportements de ces entités. Donc nous, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire, dans mon équipe. Et donc, ce qu'on s'est demandé, nous, c'est si on utilise les LLM pour générer les comportements de nos personnages virtuels, est-ce qu'on a des différences de comportements non verbaux, donc des signaux, expressions faciales, gestes, mouvements de tête, etc., entre des comportements masculins et féminins. C'est-à-dire que si je prompte en lui disant je veux le comportement d'une femme qui donne par exemple une indication à l'utilisateur avec des tags de comportements non verbaux, est-ce qu'il va me générer des comportements différents si je le prompte en lui disant que c'est plutôt un personnage virtuel masculin? Ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est si on regarde les interactions réelles entre des individus, est-ce que les LLM amplifient ces biais qu'on retrouve dans les interactions interpersonnelles, ou bien est-ce qu'il les réduit, ou bien est-ce qu'il fait exactement la même chose que dans des interactions réelles, puisqu'effectivement, dans les interactions réelles, effectivement, les femmes sourient plus, donc on pourrait s'attendre à ce que le LLM reproduise exactement la même chose, d'accord ? Alors, pour ça, ce qu'on a fait, donc là je vous donne un exemple, mais on l'a fait on a généré un énorme corpus, c'est qu'on on lui a demandé une tâche très simple, de générer une conversation entre deux hommes ou bien deux femmes. On lui a demandé, alors là je pense que vous voyez absolument rien, non ? Non ? Rien ? Moi c'est pas grave, je vais vous le décrire. Donc on lui dit juste, par exemple, donne-moi discute. Donc on lui dit, fais discuter deux personnes entre elles, deux hommes entre elles, d'instruments pour un orchestre symphonique, d'accord ? Et ces deux personnes, dans une des requêtes, on lui a dit que c'était deux hommes, et dans une autre requête, on lui a dit que c'était deux femmes, d'accord ? Mais sinon c'est exactement la même tâche. Et on lui a demandé d'ajouter aussi des tags de comportements non verbaux, puisque c'est ça qui nous intéresse, donc d'ajouter, s'il faut, des hochements de tête, des pauses, des tonalités différentes, des sourires, etc. etc. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les comportements pour voir s'ils étaient différents, si c'était la génération de conversation entre deux hommes ou la génération de conversation entre deux femmes. Alors, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que lorsque c'est deux hommes, le comportement qui est généré, c'est un comportement très assuré. Le ton est ferme. Il y a des mouvements de tête assurés. Il y a peu de sourires. Lorsque c'est deux femmes, ce que vous ne pouvez pas voir sur les slides, c'est qu'il y a beaucoup de petits sourires, de rires, d'hésitations. Okay, comme si elles s'excusaient un peu d'être là et de converser. Et encore, c'est des conversations entre deux hommes versus deux femmes, d'accord ? On n'a pas simulé entre un homme et une femme, d'accord ? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que... Ah non, vous... Ah oui, pardon. Les comportements, si on regarde au niveau de la littérature en sciences humaines et sociales, à quoi correspondent ces comportements, on se rend compte que ces comportements non verbaux masculins, ils reflètent une forte compétence à travers ces signaux non verbaux et une bienveillance modérée, d'accord ? À l'inverse, les comportements non verbaux féminins, plutôt une faible compétence et une forte bienveillance. Ce qui est assez intéressant, c'est que la compétence, quand c'est exprimé par une femme, n'est pas, dans les LLM, n'est pas fait de la même manière que quand c'est exprimé par un homme. C'est-à-dire que le LLM a appris qu'un homme qui exprimait une forte compétence n'utilisait pas les mêmes signaux non verbaux qu'une femme. D'accord ? Donc elle est plus hésitante, même quand elle exprime une forte compétence. Comment il se situe ce LLM si on ne spécifie pas le genre ? Donc ça va probablement pas vous surprendre. Hein. Donc ChatGPT, par défaut, a un comportement qui reflète une forte compétence et une forte bienveillance.
Et effectivement, c'est ce qu'on ressent quand on converse avec ces outils. Ils sont sûrs d'eux, d'accord ? Ils savent, ils sont sûrs de leur capacité, ils ont énormément confiance, ce qui reflète une forte compétence, et ils ont un comportement, ce qu'on appelle la sycophancie dans le domaine, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bienveillants. Vous êtes toujours super pour ChatGPT. Vos questions, même si elles sont complètement bidons, sont toujours super. Et vous avez toujours raison, d'accord ? Donc ça, c'est une stratégie, d'accord, qui est bien connue, une stratégie pour vous pousser à utiliser ChatGPT et pour passer le plus de temps sur ces outils. Alors maintenant, concernant la comparaison avec des données réelles, est-ce que les LLM amplifient, réduisent ou reproduisent exactement ces mêmes biais de comportement genré ? Eh bien, mauvaise nouvelle, les LLM amplifient les stéréotypes, d'accord ? Ils amplifient, si on compare à des corpus de données, des énormes corpus de données, okay, on a des heures et des heures de données d'interaction entre des hommes, des femmes, des femmes, des femmes, des hommes, etc. Eh bien, on se rend compte statistiquement qu'il y a une amplification des stéréotypes par ces LLM. Donc ici, ce qu'on a regardé comme LLM, c'est ChatGPT et Mistral. Alors, quel est mon petit takeaway sur cette première partie ? Alors, eh bien, ce que je voudrais que les éléments avec lesquels je voudrais que vous repartiez aujourd'hui sur cette première partie, c'est que les IA génératives, que ce soit en termes de texte, d'image ou bien de comportements non verbaux, répliquent les stéréotypes, mais aussi les amplifient et de ce fait renforcent et normalisent des stéréotypes de notre société. Alors, moi, ma spécialité, comme je vous le disais en introduction, c'est les personnages virtuels incarnés. Donc, c'est des IA qui ont un corps. Donc, naturellement, je me suis demandé, est-ce que les humains appliquent les mêmes stéréotypes de genre suivant l'apparence de l'IA ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous voyez un personnage virtuel féminin, est-ce que vous avez les mêmes stéréotypes que lorsque vous voyez une femme ? Et pareil pour les personnages virtuels masculins. Alors, à votre avis ? Je vous ai dit que c'était un peu déprimant le début. Donc oui, les recherches montrent, même si ce n'est pas complètement consensuel, mais globalement, les personnages virtuels féminins sont perçus comme plus gentils, plus chaleureuses, moins menaçantes et aussi moins compétentes. Et les personnages virtuels masculins plus forts, plus compétents, plus intéressants, plus utiles, qui facilitent l'apprentissage, plus engageants et plus autoritaires. Et à l'image de notre société, cela s'accentue avec le niveau de féminité, d'accord ? Plus un personnage virtuel est féminisé, comprendre, maquillé, plus il est perçu comme gentil, peu menaçant et peu compétent. Donc, c'est quelque chose qui est finalement pas si surprenant, d'accord, parce que les recherches dans l'interaction humain-machine montrent qu'on a une propension à interagir avec des entités artificielles de la même manière qu'on interagit avec les humains. Donc, on va appliquer les mêmes codes sociaux avec des entités artificielles que dans des interactions interpersonnelles. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est, étant donné qu'on est informaticienne et informaticien, on a le contrôle, on a le pouvoir de créer des personnages virtuels non genrés. Des personnages androgynes, par exemple. Donc, la question que les chercheuses et les chercheurs se sont posées, c'est est-ce que si on crée des personnages où le genre est ambigu, ou si carrément il n'y a pas de représentation du genre, est-ce que finalement ce n'est pas une solution ? Par exemple, des recherches sont allées jusqu'à avoir un personnage qui est juste un bout de bois ou juste des points. Donc il n'y a aucun signe genré, il n'y a pas d'apparence genrée. Eh bien, mauvaise nouvelle encore une fois, je vous promets, après je vous donne des bonnes nouvelles. On a une perception du genre, même si l'apparence est ambiguë. En tant qu'humain, on cherche à catégoriser les entités artificielles dans un genre et un genre binaire, soit féminin, soit masculin. Alors, on va utiliser d'autres indices en fait pour associer un genre. Par exemple, on va utiliser la fluidité des mouvements, d'accord ? Si les mouvements sont plus fluides, alors on va associer le genre féminin. Mais on attribue un genre au personnage virtuel. Donc, le fait de créer des IA non genrées n'est pas une solution.
Et vous pourriez me dire, ok, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir de corps. Alors bon, ça veut dire que je ne sais plus sur quoi je travaillerai, mais en fait, bon, c'est pas non plus une solution parce que les derniers travaux montrent que juste à partir de la tâche, on associe un genre. C'est-à-dire que même si, parce que effectivement, ChatGPT n'a pas de genre, d'accord, c'est non genré ChatGPT, mais suivant la tâche sur lequel il va être utilisé, on va lui associer un genre plutôt féminin et plutôt masculin. Et je vous laisse imaginer le type de genre qu'on associe au type de tâche. Et on va aussi utiliser les différents styles linguistiques. Donc ça, c'est un dernier papier qui a été publié cette année, qui montre que suivant le style linguistique, on va aussi associer un genre. Donc si l'IA utilise plus des hésitations, le fait d'être désolé, de s'excuser, etc., ben on va plus l'associer au genre féminin. Et un ton plus ferme, plus assuré, plus au genre masculin. Alors, je ne sais pas si ça va plaire aux industriels, ma slide suivante, mais quand même, je l'ai mise. Vous pouvez imaginer l'impact de ce que je viens de vous présenter sur la conception des outils qui impliquent des IA incarnées. Les IA, quand elles sont utilisées dans des rôles type assistant virtuel, cuisinier, soignant, apprentissage des sciences sociales, on va choisir le genre féminin. Donc aujourd'hui, la majorité des IA qui ont des rôles d'assistante, cuisinière, soignant, apprentissage social sont des IA avec une apparence ou simplement une voix féminine. À l'inverse, pour les tâches techniques et physiques et l'apprentissage des sciences, des maths et de l'informatique, on va utiliser des apparences ou des voix masculines. Il y a des travaux qui ont montré qu'il y a un ancrage en mémoire de cette association. Ils ont essayé de répliquer ce test d'association implicite qui permet de montrer les associations implicites qu'on a entre le genre et des noms. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas trop le temps, mais ils montrent que de manière inconsciente, on associe des robots masculins à des tâches physiques et techniques et des robots féminins ou des personnages virtuels féminins à des rôles sociaux, d'accord ? Et c'est ancré en mémoire. Un autre aspect qu'on retrouve, c'est le comportement attendu, c'est-à-dire que on attend d'un comportement d'un personnage féminin un comportement chaleureux et peu dominant. Et si un personnage féminin n'adopte pas ce comportement, il est jugé plus négativement, d'accord ? Contrairement au comportement d'un personnage masculin, où il n'y a pas d'attente, ou en tout cas il n'y a pas de jugement négatif s'il ne reste pas peu compétent, ou enfin bref. Alors, le plus important là-dedans, c'est quel est l'impact, en fait. Alors, si on utilise des personnages virtuels dans des rôles différents que les rôles genrés attendus, ou si les personnages virtuels n'ont pas le comportement verbal ou non verbal attendu, il y a un impact fort sur la confiance des utilisateurs envers ces systèmes, sur leur satisfaction, leurs préférences, leur intention de les utiliser et sur l'influence que l'IA peut avoir sur les individus. Donc évidemment, l'intérêt des concepteurs et des conceptrices et l'intérêt des entreprises, c'est d'avoir des IA stéréotypées, d'accord ? Sauf que d'un point de vue utilisateur, l'exposition répétée à ces IA stéréotypées renforce ces stéréotypes. Le fait que les femmes soient dans des rôles subalternes d'assistantes, que les hommes soient dans des rôles d'enseignement de l'informatique et des maths, et donc en renforce encore ces biais de genre. Donc mon takeaway sur cette partie, c'est que l'apparence et les voix des IA suivant la tâche est choisie pour se conformer aux stéréotypes aujourd'hui, et c'est stratégique. La représentation non genrée des IA n'est pas une solution, et que l'usage répété des IA renforce et normalise encore une fois ces stéréotypes. Alors j'en viens à la partie normalement bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il existe des solutions ? Donc effectivement, c'est sur quoi on travaille. Donc par exemple, on travaille sur la réduction des biais. Comment est-ce qu'on peut réduire ces biais ? Et donc nous, notre idée, c'est d'essayer de casser ce cercle délétère.
Et en particulier, ici, on s'intéresse à un travail que je vais vous présenter, on s'intéresse à casser les biais. Donc, on sait qu'on apprend sur des données stéréotypées, mais comment on fait pour sortir des modèles qui, quand même, ne répliquent pas ces biais? Alors aujourd'hui, donc là c'est pas spécifiquement sur des IA génératives, d'accord. On n'utilise pas spécifiquement ChatGPT ou Gemini ou Mistral. On développe nos propres modèles d'IA. Donc aujourd'hui, pour animer des personnages virtuels, l'objectif c'est de développer des outils qui prennent en entrée du texte, qui le passent dans un système de text-to-speech, donc qui génère de la voix, puis à partir de la voix, de développer des modèles pour pouvoir animer automatiquement le personnage en fonction de la parole. D'accord ? Ça, c'est un de nos objectifs. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ces modèles, nous, on essaie de développer ces modèles. Ces modèles, ils sont appris sur des données qui sont biaisées. Donc, forcément, on a des biais dans la génération des comportements. Et donc nous, notre question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut automatiquement générer des comportements de personnages virtuels non genrés, donc où on n'a pas de biais, et est-ce que ça diminue la qualité de la vidéo? C'est-à-dire, est-ce que ça a un effet sur la perception de l'utilisateur? Donc, j'ai quand même laissé des images d'architecture pour ceux auxquels ça intéresse. Donc, on a utilisé des modèles GAN, hein, d'accord. Donc, on part de données réelles. En particulier, nous, on est parti de données d'acteurs. Donc, la première question qu'on s'est demandé, nous, c'est est-ce que nos données sont biaisées? Donc, ça, c'est la première question qu'il faut se demander, d'accord. Si on apprend nos propres modèles, c'est est-ce que nos données sont biaisées? Pour ça, bon, c'est pas si compliqué, d'accord. L'idée, c'est de prendre les données en entrée, d'essayer d'extraire des caractéristiques qui ne sont pas liées au genre. Donc, par exemple, les unités musculaires, hein, d'accord. On extrait les sourires, on extrait les surélèvements de sourcils, on extrait la prosodie, on extrait les mouvements de tête, d'accord. Donc ça, c'est pas lié au genre. Et ensuite, on développe un modèle pour essayer d'apprendre si c'est un homme ou si c'est une femme. Si vous arrivez super bien à classer si c'est un homme ou une femme à partir de caractéristiques non genrées, c'est que vos données sont biaisées, d'accord? Donc nous, on a appris super bien à distinguer un homme et une femme, d'accord? Donc uniquement à partir des sourires, surélèvements de sourcils, mouvements de tête, etc., etc., on arrive à dire si c'est un homme ou une femme. Donc sans indice de genre. Donc effectivement, nos données sont biaisées. Après, on s'est demandé, mais est-ce que ce qu'on génère est biaisé? C'est-à-dire que si on génère plein de vidéos de nos personnages virtuels, est-ce qu'on a des différences de comportement? Donc pareil, on prend nos données et on essaie de distinguer, on essaie d'apprendre en fait un modèle à distinguer si c'est un homme ou une femme. Avec un petit peu moins de performance, mais en réalité, pareil, on arrive très bien à distinguer les données. Donc, effectivement, on a à la fois des données en entrée qui sont biaisées et on génère des données en sortie qui sont biaisées. Une fois qu'on a fait ça, on a réfléchi à une méthode pour réduire ces biais. Donc là, ce qui est bien dans les modèles qu'on construit nous-mêmes, c'est qu'on a accès au cœur de nos modèles. Donc, en fait, on a développé un algorithme qui s'appelle le Gradient Reversal Layer, qui est un algorithme qui est utilisé pour l'apprentissage par transfert, où en fait on a forcé notre modèle à ne plus distinguer les comportements féminins et masculins. Donc là, vous avez des images de la même vidéo biaisée, entre guillemets biaisée, versus non biaisée. Et donc la méthode, c'est que généralement, pour évaluer ces vidéos, on va demander à des utilisateurs leur avis. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que la très bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas d'effet sur la crédibilité perçue, donc il n'y a pas de baisse de performance de la qualité des vidéos. Okay, donc l'utilisateur et les utilisatrices restent très satisfaits, enfin au même niveau que ce soit biaisé ou non biaisé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça montre que le fait de débiaiser les modèles ne réduit pas la qualité, et donc que c'est une voie possible, d'accord? Mais attention, la crédibilité des comportements féminins est moins bonne, a diminué par rapport au comportement masculin. Pourquoi? Eh bien parce que notre personnage féminin ne se conforme plus complètement aux stéréotypes de genre. Et donc, les utilisatrices et les utilisateurs qui, eux, sont habitués à ces stéréotypes normalisés, vont appliquer ces critères sur leur perception, et donc on va avoir une diminution de la crédibilité des comportements féminins, qui est donc moins conforme aux standards. Donc là, après, en tant que chercheuse, chercheur et entreprise, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on se dit qu'on continue à répliquer et à normaliser des stéréotypes, ou on se dit qu'au contraire, on a des leviers à travers ces IA pour essayer de changer les standards? Alors, ensuite, on s'est intéressé à comment est-ce qu'on fait pour essayer de casser ce cercle à 2 niveaux, en travaillant sur comment est-ce qu'on peut utiliser les personnages virtuels pour essayer de promouvoir les filles en sciences. Donc ça, c'est un travail collaboratif qui a été mené avec une psychologue en sciences sociales, Isabelle Régnier, qui est spécialisée sur les inégalités de genre. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être déjà invitée, mais qui est aussi vice-présidente égalité femmes-hommes de mon université. Donc l'objectif, c'était de lutter contre ce qu'on appelle la menace de stéréotype. Donc la menace de stéréotype, c'est un concept assez connu en psychologie sociale, qui est la crainte de confirmer un stéréotype négatif qui génère des pensées négatives et qui va réduire la capacité de notre mémoire de travail et donc réduire nos performances. Alors, par exemple, il y a une étude qui est maintenant assez connue et qui est assez marrante sur les jeunes filles en maths. Donc, on a pris un groupe de jeunes filles en maths au collège, en 6e ou en 5e, non, plutôt, c'est CM2, je crois. Enfin bon. Jeunes filles, dans un groupe, donc on leur a demandé de faire exactement le même exercice. Dans un des exercices, on leur a dit que c'était une tâche de géométrie. Et dans l'autre exercice, on leur a dit que c'était une tâche de dessin, d'accord? En leur disant que c'était une tâche de dessin, on a levé la menace de stéréotypes comme quoi les filles sont nulles en maths. En leur disant que c'était une tâche de géométrie, on a activé la menace inconsciente, puisque c'est souvent inconscient, de la menace de stéréotypes comme quoi les filles sont nulles en maths, d'accord? Donc on avait ces 2 groupes, exactement les mêmes niveaux a priori, et on a regardé leur performance à réaliser cette tâche. Quand on leur disait que c'était une tâche de dessin, les filles performaient significativement mieux que quand on leur disait que c'était une tâche de géométrie, sur exactement la même tâche, d'accord? Et ça, on avait juste fait en sorte d'enlever cette menace de stéréotype, d'accord? Donc, les hommes aussi subissent cette menace de stéréotype. Donc, il y a une étude qui est assez drôle, qui a été menée aux États-Unis. Donc, on a pris des ingénieurs très forts, on leur a dit qu'ils allaient faire un examen très, très dur. Et on leur a dit, une partie du groupe, on leur a dit, mais attention, il y a des Asiatiques qui font exactement la même tâche à côté de vous. Donc ça active la menace de stéréotype, comme quoi les Asiatiques sont hyper forts en maths. D'accord? Et à l'autre groupe, on leur a rien dit. D'accord? Et ce qu'on voit sur une grosse cohorte d'étudiants, c'est qu'il y a une différence significative de comportement. Quand on a activé la menace de stéréotype des hommes en leur disant qu'il y avait des Asiatiques qui faisaient exactement le même exercice à côté, et ben les performances sont significativement moins bonnes que quand on leur a rien dit. D'accord? Donc, il y a plusieurs techniques pour supprimer et réduire la menace de stéréotypes. Donc, une des techniques, comme je viens de vous dire, c'est de changer la tâche, en fait, l'intitulé de la tâche pour essayer de réduire cet effet de menace de stéréotypes. Une autre technique qui est utilisée, c'est de présenter ce qu'on appelle des rôles modèles, des modèles de réussite, en fait, notamment aux jeunes filles en sciences. Mais c'est compliqué à faire, puisqu'il faut des modèles de réussite qui se déplacent dans les classes, etc. Donc, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est: est-ce qu'on peut créer un modèle de réussite sociale à travers un personnage virtuel qu'on pourrait présenter aux jeunes filles? Et est-ce que le fait de présenter ce modèle de réussite virtuel permet de réduire la menace de stéréotypes? Alors, on a développé un petit personnage virtuel dans un environnement de classe. Et en fait, on a d'abord testé ce personnage virtuel. Donc, il a été utilisé pour faire un rappel sur des maths dans des classes de 6e et 5e en REP+. Donc, la première étape, c'est qu'on a regardé si effectivement ce personnage virtuel, ces personnages virtuels, pouvaient être perçus comme des rôles modèles. Et est-ce que les enfants pouvaient s'identifier à ce personnage virtuel? Alors, à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose, mais ce qui est à retenir dans ce slide, c'est que cette étude, auprès d'une 50aine d'élèves en REP+, donc la particularité aussi de cette étude, c'est qu'on est sorti du laboratoire. Vraiment, on est allé dans les collèges directement sur le terrain, ce qui n'était pas simple. Donc, en fait, effectivement, ces personnages virtuels peuvent être vus comme des modèles de réussite, et les enfants s'identifient à ces personnages virtuels. Donc, ce qui montre qu'effectivement, on pourrait utiliser ces personnages virtuels pour lutter contre la menace de stéréotypes.
Ensuite, on a fait cette expérimentation à grande échelle avec 9 collèges impliqués, 23 classes, 574 élèves évalués, dont 326 analysés à la fin avec tous les problèmes qu'on a eus. Et les résultats montrent qu'effectivement, il y a une baisse de menaces de stéréotypes chez les jeunes filles. D'accord ? Donc, les personnages virtuels incarnés enfants sont une solution pour lutter contre la menace de stéréotypes, qui est une des raisons des baisses de performance des filles en sciences et une des raisons du coup du fait que les filles ne s'orientent pas vers les sciences, qui est un énorme problème aujourd'hui. Alors, je finis du coup avec un dernier projet qui me tient à cœur parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Donc, ce dernier projet, c'est d'essayer d'utiliser les personnages virtuels incarnés, les IA incarnés, à des vues de formation et de sensibilisation. Et en particulier, on s'est intéressé à essayer de répliquer un théâtre forum en réalité virtuelle avec des personnages virtuels. Donc le théâtre forum, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode d'éducation populaire qui est née dans les années 60 au Brésil pour apporter une conscience politique au peuple. Et l'idée de cette méthode d'éducation, c'est d'avoir des acteurs qui jouent une scène de théâtre et ensuite d'inviter les spectateurs à intervenir dans le cours de l'histoire pour changer le cours de l'histoire. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a plusieurs travaux en sciences humaines et sociales qui montrent que cette méthode de théâtre forum permet effectivement d'apporter une forme de sensibilisation aux individus, mais aussi de les former à réagir lorsqu'ils sont témoins ou victimes d'une situation de discrimination. Nous, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour répliquer un théâtre forum avec des acteurs virtuels ? Et on s'est intéressé en particulier au cas du sexisme ordinaire dans un contexte professionnel. Donc, on a fait venir des troupes de théâtre qui sont spécialisées en théâtre forum, qu'on a enregistrées en capture de mouvement au sein de nos laboratoires. Ensuite, on a répliqué leur comportement dans des outils qu'on a. Et on a connecté ça aussi avec des LLM pour permettre un langage naturel, une interaction vraiment en langage naturel. Donc, en fait, on a plusieurs étapes dans l'outil qui est aujourd'hui arrivé à la finalité de son développement, ce qui est en cours d'évaluation. Donc, dans une première étape, quand vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous allez visualiser une scène qui implique plusieurs situations de sexisme ordinaire. Salut Julie, salut ma belle, ça va ? Très bien, merci monsieur. Bon, on va faire vite, hein, tu me connais, je suis direct. Verdier part prendre l'appel d'offres Mayence, donc il nous faut quelqu'un pour P62 pour Renex. Est-ce que tu te sens capable ? Ah bah oui, tout à fait. Je pense que j'ai toutes les compétences pour ce dossier. Puis en plus, j'ai déjà travaillé sur ce genre de mission, moi. Bah justement, mais c'est en interne que tu vas peut-être te faire plus challenger, tu vois. Bon, après, avec le client, le côté rond, relationnel, autant être une femme en entreprise, c'est pas facile tous les jours. Hein, mais là, je crois que c'est un avantage. Okay, en fait, ce qui vous fait peur, c'est que je me fasse pas respecter, mais là, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai l'habitude de travailler avec des équipes de grande gueule, hein, comme vous dites. Bon, après, ça va durer 3 mois à fond. Hein, c'est 3 mois intenses, nocturnes et compagnie. Faut que tu en parles avec ton conjoint. Il va pas te voir longtemps. Tu peux pas décider ça seul. Hein. Voilà, donc peut-être que vous avez vu certaines situations de sexisme ordinaire, peut-être pas. Sinon, si vous n'en avez pas vu, au moins 4. Dans ce cas-là, je vous invite à passer à notre laboratoire, utiliser notre système. Donc voilà, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment répliqué les comportements des acteurs, d'accord, sur les personnages virtuels. Et dans une deuxième phase, en fait, l'utilisatrice et l'utilisateur sont invités à discuter avec un personnage virtuel qui va les aider à identifier les différentes situations de sexisme qui sont apparues dans la première phase. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment connecté un LLM au personnage virtuel avec toutes les problématiques qui en découlent de contrôle de dialogue. Bonjour! La scène que vous venez de voir contient 5 situations caractéristiques du sexisme ordinaire. Mon rôle est de vous guider pour les identifier une par une. Les situations que vous aurez identifiées seront décrites sur le tableau au fur et à mesure. Pour vous aider, n'oubliez pas que vous avez la retranscription du dialogue dans votre main droite. Vous pouvez la consulter et tourner les pages avec d'autres manettes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a particulièrement attiré votre attention au tout début de la scène ? Je crois qu'on n'entend pas bien l'utilisateur, mais... Alors au début, Laurent, il appelle Julie ma belle.
C'est tout à fait ça. Laurent utilise un Voilà. terme affectueux, ma belle, dans un contexte professionnel, ce qui peut être perçu comme condescendant. Avez-vous remarqué d'autres moments où Laurent aurait pu sous-entendre que Julie était Attendez. moins apte Voilà, je fais une pause. Et après, donc, on a la troisième phase. à exercer son autorité? Salut Peut-être en Julie, parlant salut de ma l'équipe. belle. Ça Attendez. va? Voilà. Attends. Salut Laurent. Et en fait, la troisième phase, c'est la phase qui est aussi intéressante, c'est que là, on demande à l'utilisatrice ou l'utilisateur de prendre la place de la victime. C'est-à-dire, il va être confronté exactement au même personnage, qui a la même voix, puisqu'on a fait cloner la voix de l'acteur. Et là, il va se retrouver à la place de Julie, en fait, avec ce personnage qui va avoir exactement les mêmes comportements sexistes. Et donc, son rôle, c'est d'y réagir. Merde, mince. Salut Julie, salut ma belle. Ça va? Salut Laurent, par contre, est-ce qu'on peut éviter ma belle? Je suis pas très confortable avec ce genre de propos. Oh, pardon Julie. C'était une façon de parler, tu sais, entre nous. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Asseyons-nous, j'ai un sujet important à aborder avec toi. Alors, on a plusieurs versions. On a une version plus ou moins facile, hein, d'accord. Alors, des fois, on a des versions plus conciliantes où on va dire, ah, bah, excuse-moi, je recommencerai pas, puis des versions un petit peu plus difficiles. Voilà, donc en fait, c'était pas si simple. Hein, ça a demandé le développement pendant 1 an et demi à 2 ingénieurs temps plein. Et d'un point de vue recherche, ce qui était vraiment extrêmement intéressant, c'était comment est-ce qu'on couple des LLM à des personnages virtuels tout en contrôlant le dialogue avec des objectifs pédagogiques. Parce que vous pouvez pas juste brancher des LLM à des personnages virtuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous, on utilise Gemini là, derrière ces systèmes, plus d'autres LLM as a judge dans ce système. Ce qu'il y a, c'est que Gemini, en fait, si vous lui demandez d'incarner le rôle d'une personne extrêmement sexiste, il le fait, mais sans problème, quoi. Donc ça, c'était très utile pour nous, puisqu'il a effectivement le comportement de harceleur sans problème. Voilà, donc le takeaway, avant de passer aux perspectives, c'est que il existe, et là j'ai présenté que des travaux qu'on fait, mais il y a plein d'autres travaux, il y a toute une communauté de recherche qui s'intéresse à ça. Il existe des algorithmes pour réduire les biais de genre. Aujourd'hui, l'apparence des IA, de mon point de vue, dans une vision très utopiste, est un levier pour lutter contre les stéréotypes. C'est-à-dire que, vu l'usage répété des individus de ces IA incarnés, on peut très bien changer les stéréotypes via l'incarnation des IA à travers des apparences non conformes aux stéréotypes et via des comportements non conformes aux stéréotypes. Et puis les IA incarnées, les LLM, bien que biaisés avec tous les problèmes que ça engendre, sont aussi par leur puissance conversationnelle des outils fabuleux de formation par la simulation. Donc en termes de perspectives de recherche, il y en a plein, hein, mais je vous en présente 3 sur les biais de genre dans la génération de comportement par les LLM. Donc la première phase là, des postdocs avec qui on travaille, qui est une collaboration avec l'INRIA, a été vraiment l'analyse. Donc là maintenant, on s'intéresse vraiment à la réduction. Comment est-ce qu'on peut mettre des couches sur les LLM pour réduire les biais de génération. Sur l'incarnation du modèle de réussite en réalité virtuelle. Là, on est en train d'essayer de poursuivre ce projet en travaillant sur l'incarnation. C'est-à-dire, est-ce que si les jeunes filles incarnent un modèle de réussite en réalité virtuelle, est-ce qu'on peut encore pas plus lutter contre la menace de stéréotypes? Et puis, une des limites majeures des travaux que je vous ai présentés, c'est qu'on retombe, nous aussi, dans des stéréotypes de binarisation du genre. D'accord, on considère le genre féminin ou masculin, alors qu'aujourd'hui, le genre est fluide. Et donc, il y a toute une partie du genre qu'on ne considère pas encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il est déjà allumé? Oui, super. Merci beaucoup. Je pensais qu'on ferait un peu plus court avec beaucoup de questions, mais vu qu'il n'y a pas grand monde, c'est pas très grave en fait. Et c'était très très intéressant. Merci. Le Théâtre Forum, là, on peut le voir. Enfin, il est disponible. Pas au téléchargement, là, on est en phase d'évaluation. D'accord, ouais. Parce que moi, j'ai envisagé de faire venir une troupe, mais bon, c'est assez cher, donc voilà.
J'avais aussi envisagé de faire venir Isabelle Régnier, mais comme elle est très très demandée, parce que moi je l'ai eue dans une formation en fait en tant que référente parité pour mon labo. Et il se trouve qu'on a un de nos collaborateurs, Fabrice Gabarro, qui travaille aussi sur la menace des stéréotypes en psycho. D'accord. Donc j'ai fait l'an dernier, je l'ai fait intervenir pour une conférence, c'était super intéressant. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a des élèves de seconde qui viennent en stage dans notre labo, chaque fin d'année, et ben, je leur reprojette cette conférence avec discussion après. Donc voilà, je m'en sers. C'est vrai que c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour la présentation, super intéressant. Moi, j'ai une question toute bête. C'est quand vous faites vos travaux, quand vous les faites analyser, que vous les envoyez à publication, est-ce qu'on n'a pas un biais de savoir qui est le reviewer? Enfin, comment sont perçus nos travaux? Parce qu'en fait, on a quand même des biais de société. Un certain modèle développé en Europe va être différent d'un modèle développé en Asie versus développé en Amérique du Nord. Et comment on fait pour lutter contre ce biais en fait d'analyse de nos travaux? Alors, effectivement, j'aurais pu le mettre aussi dans les limites et les perspectives. C'est-à-dire que nous, on est dans une culture, on fait ces travaux dans une culture française. Et donc là, une des limites aussi, c'est que la plupart des travaux sont faits dans une culture européenne ou américaine, mais très peu dans une culture du sud du monde, quoi. Donc effectivement, ça s'intègre dans une culture particulière. Les travaux montrent que on retrouve les stéréotypes culturels, en fait, dans les rapports à interaction humain-IA. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais OK. Après, on pourra peut-être reposer la question à celle qui est au Québec en ce moment, cet après-midi, voir ce qu'elle en pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question très naïve, mais c'est bien d'être naïf parfois. Il me semble que vous avez dit que les éditeurs de LLM, notamment, ne font pas spécialement d'efforts, voire même que c'est dans leur intérêt de perpétrer ces stéréotypes. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a, je sais pas, l'un ou l'autre éditeur qui aura plus de conscience éthique sur ces sujets-là, d'après vous? Alors, parce qu'en fait, si je reviens sur le slide, c'est vrai que c'est un élément vraiment important. Si vous voulez, les concepteurs vont choisir des IA stéréotypées parce que les utilisatrices et les utilisateurs veulent des IA stéréotypées. Et si on n'a pas une conformité aux stéréotypes, que ce soit en termes de rôle ou en termes de comportement, on a moins de confiance dans l'outil, moins de satisfaction, il y a moins d'influence de l'IA. Donc en fait, tout pousse les concepteurs à se conformer aux stéréotypes. D'où l'importance des recherches. Donc, merci pour votre intervention. Vous avez parlé justement des stéréotypes concernant, en faisant plusieurs exemples, par exemple que les femmes sont nulles en maths ou que les hommes européens sont moins bons que les asiatiques en maths. Et là, effectivement, il s'agit de stéréotypes patents parce qu'il s'agit de généralisation. Cependant, si vous allez voir les stats sur les réalités sociales existantes, notamment en Occident, vous pouvez constater qu'en moyenne, c'est vrai que le nombre d'étudiantes en maths ou en informatique est nettement plus bas en Occident que le nombre des hommes, et que les femmes, notamment dans les pays où elles ont plus de liberté de choix, choisissent moins les maths et l'informatique que, par exemple, dans les pays où il y a plus de discrimination, où il y a plus de biais de genre dans la société, comme en Arabie Saoudite et en Iran, par exemple, il y a plus d'égalité en maths et en informatique qu'au Danemark ou en Suède. Donc, la question que je me pose est, cette moyenne existant socialement ne peut pas être définie en stéréotype, c'est une réalité sociale. Donc comment on fait pour distinguer dans le comportement des IA
ceux qui relèvent du stéréotype et ceux qui relèvent du fait de refléter la réalité existante. C'est-à-dire, quand vous demandez à une IA de vous faire un mathématicien ou une mathématicienne, et qu'elle va choisir la plupart du temps de mettre un homme dans l'image, est-ce qu'il s'agit de stéréotypes ou il s'agit du fait qu'elle reflète ce qui est réellement existant dans la réalité sociale? Et donc, par conséquent, l'utilisateur aussi, eh bien, il va évaluer inconsciemment la fiabilité de l'outil si il correspond aux statistiques réelles qu'il perçoit autour de lui sur le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui font des mathématiques. Ouais. Voilà. Alors, je pense qu'on ne va pas prendre trop de questions après. Hein. Je te laisse répondre. Alors, je vais répondre rapidement. Ce que vous décrivez comme une réalité, d'où ça vient? Ça vient de stéréotypes, de notre contexte sociétal dans lequel on évolue, où la majorité des sciences est portée par des hommes, et donc où les femmes sont sous-représentées. Et aujourd'hui, une des énormes problématiques, mais je pense qu'il sera discuté plus tard par une des intervenantes, c'est qu'on n'a pas de femmes en sciences. Et une des manières d'avoir plus de femmes en sciences, c'est d'avoir plus de représentation des femmes en sciences, parce que comment est-ce qu'on peut vouloir faire des sciences s'il n'y a aucune représentation des femmes en sciences? D'accord? Donc, effectivement, vous avez raison qu'il y a les stéréotypes et les biais. Et effectivement, je n'ai pas fait de cadrage scientifique, j'aurais pu le faire, j'ai hésité parce que je trouve que c'est pas parce que j'avais pas trop le temps non plus, mais les stéréotypes, c'est une croyance sur une généralisation. Les biais, c'est un traitement différent entre des hommes et des femmes. Le fait que les IA reflètent la réalité, effectivement, vous avez raison, ils reflètent la réalité. Il y a plus d'hommes, donc pourquoi pas représenter que les hommes en sciences, si on demande un informaticien, pardon. Mais du coup, quel est l'effet de ça? C'est que les femmes ne sont pas traitées comme des informaticiennes, ne sont pas représentées comme des mathématiciennes ou des informaticiennes. Donc il y a un biais de genre qui reflète des stéréotypes. Si je peux me permettre, moi j'ai appris ce que vous venez de dire là, dans une conférence de Marinette Savonnet, le 11 février 2025, qui était très intéressante, où pratiquement personne n'est venu, évidemment. C'est qu'effectivement, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de femmes informaticiennes, mais c'est pas parce qu'elles sont mieux traitées ou parce qu'il y a moins de croyances, c'est juste parce que leur mari préfère qu'elles soient informaticiennes, parce que c'est un travail moins sale, c'est pas un travail d'infirmière c'est pas un travail où on nettoie les gens, par exemple, et c'est un travail où elles peuvent rester à la maison, faire du télétravail et donc s'occuper des enfants ou des personnes âgées. Donc c'est pas pour des bonnes raisons, entre guillemets. Et effectivement, il faut aussi... Enfin, je pense qu'il faut lutter contre les deux, contre la réalité dans ces pays-là c'est pas parce qu'elles sont plus informaticiennes qu'elles sont mieux respectées, c'est pas pour des bonnes raisons, en fait. Est-ce que ça vous va si on passe à la suivante? On pourra peut-être poser d'autres questions après. Magali reste jusqu'en début d'après-midi. Parce que si on prend du retard déjà maintenant, ça va être catastrophique. Merci.